Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. Le Conseil national de transition a examiné et adopté en ses séances plénières la loi portant création du Conseil supérieur de magistrature militaire et la loi portant code pénal militaire. Pour débattre de l'intérêt que révèlent ces instruments juridiques, nous recevons comme invité sur ce plateau le général de corps d'armée Daoud Yahya Brahim, ministre délégué à la présidence de la République, de la Défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, en quoi la création d'un Conseil supérieur militaire existerait à côté d'un Conseil supérieur des magistratures qui déjà prend en compte les affaires civiles et militaires? Merci. D'abord, bonsoir. C'est 3 projets de loi qui ont été votés par l'Assemblée, à savoir l'organisation et le fonctionnement de la justice militaire, le code pénal et le Conseil supérieur de la magistrature militaire. Vous savez que la spécificité de la justice militaire au Tchad, avec une institution d'une haute cour de justice, exige qu'il y ait des organes distincts. D'abord, nous avons un Conseil supérieur de la magistrature militaire qui régule la discipline et la carrière des magistrats militaires. Voilà. Mais pourquoi avoir un autre Conseil supérieur militaire alors que nous avons déjà un Conseil supérieur de la magistrature qui prend en compte déjà le volet civil et militaire? Est-ce que ce ne serait pas du doublon? Non, pas du tout, pas du tout. Dans la mesure où chaque pays a ses spécificités et nous avons jugé utile d'avoir un conseil supérieur de la magistrature militaire chargé de réprimer les infractions militaires et qui est aussi dirigé par le chef de l'État qui est le chef suprême des armées. C'est sous la tutelle du président de la République. Oui. Et maintenant, alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un conseil supérieur de magistrature militaire? Un exemple? Est-ce qu'il existe dans d'autres pays? Non, nous on n'a pas cherché à savoir, mais ça existe, mais les spécificités, comme je l'ai dit, ne sont pas les mêmes. Nous avons au Tchad décidé, nous avons fait un parcours, nous avons vu la justice militaire de la RDC, du Cameroun, du Rwanda, mais nous avons jugé utile d'avoir un conseil supérieur de la magistrature militaire au Tchad. Pourquoi avez-vous attendu d'abord la période de transition pour que cette loi soit examinée et adoptée par le Conseil national de transition? Merci. Quelle est l'urgence? Vous savez que nous avons fait des états généraux en 2005 et les résolutions qu'on avait prises étaient aussi de créer une justice militaire depuis 2005. Le forum inclusif de 2018 aussi a demandé à ce qu'on est sorti avec des résolutions aussi pour créer une justice militaire. Enfin, aujourd'hui, grâce à la volonté du président du CMT d'organiser et à créer des organes sociaux qui vont accompagner les soldats dans l'amélioration de sa vie, dans le cadre de sa mission régalienne. Donc, c'est pour vous dire que nous avons des intentions depuis lors, mais aujourd'hui, le moment est venu qu'on a créé une justice militaire. Et sous quelle tutelle sera placé ce Conseil supérieur de la magistrature militaire? Comme je l'ai dit, sous la tutelle du chef de l'État, président de la République, et qui a des membres qui seront nommés par un décret. Non, mais c'est dire le président de la République aura à gérer le Conseil supérieur de la magistrature et en même temps le Conseil supérieur de la magistrature militaire. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas du trop? C'est la même mission, c'est la même mission. Il y a peut-être quelques nuances et tout, sinon c'est les mêmes comment dirais-je, règlements. C'est le même règlement. Nous avons un Conseil supérieur de la magistrature qui existe, mais nous avons créé déjà un Conseil supérieur de la magistrature militaire. Alors, que dites-vous du fonctionnement et de l'organisation de cette justice militaire? Oui, vous savez que l'organisation, d'abord, on a créé une haute cour et nous avons aussi la haute cour militaire, des tribunaux militaires qui sont prévus par le code pénal
et le fonctionnement sera dans toute l'étendue du territoire, ces tribunaux militaires. C'est vrai, nous avons un problème d'effectif des magistrats qu'on doit réquisitionner. Nous avons des magistrats militaires qui travaillent avec le ministère des gardes des Sceaux, mais qui ne suffisent pas pour des tribunaux militaires. Peut-être pour un premier temps, on va créer 3 ou 4 tribunaux dans l'étendue du territoire, dans toutes les zones militaires, et en ce moment, après que nous aurons formé, parce que nous avons déjà eu à avoir 40 places de magistrats qui doivent être formés par notre ministère dans l'école de la justice, 20 greffiers et 20 magistrats. Donc, entre-temps, on va réquisitionner des magistrats civils. L'importance de cette justice militaire? Vous savez, l'importance, d'abord, d'une manière générale, vous savez que le Tchad, c'est la première fois qu'elle ait une justice militaire. Et comme vous le saviez, toujours les gens disent qu'il y a des intouchables. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Donc je voudrais aussi dire que cette justice prendra tout en charge et elle aura la force de juger quiconque. Parce qu'à l'époque, notre magistrature civile a des problèmes même pour convoquer un officier supérieur de venir à la justice. Dire non, moi je suis colonel, je suis général, je ne peux pas venir devant une magistrature civile. Alors que maintenant, nous avons une justice militaire et des magistrats militaires qui vont être en place et juger toutes les infractions. Monsieur le ministre, parce qu'il y a des intouchables dans ces pays, des généraux qui se disent qu'ils ne peuvent pas répondre devant la justice, alors qu'aujourd'hui on a une justice militaire. Pouvez-vous nous rassurer de l'impartialité de cette justice militaire? Vous savez, il y a même certains qui ont dit qu'il faut... Nous sommes d'accord pour que vous créiez des juridictions militaires, mais il faut que ça soit en dehors des villes. Parce que nous pensons que peut-être qu'il y aura des fusillades. Ça aussi, on a eu à écouter. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, d'abord, cette création de cette justice militaire, elle est plus dissuasive que répressive. Nous avons pris toutes les dispositions de la mettre en place et de s'en charger de l'exécution. Il n'y a aucune personne qui est au-dessus de la loi. Et comme je l'ai dit, les juridictions vont travailler, les militaires qui pensent. Il y a peut-être, comme vous le dites, des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, mais nous pensons que la force sera du côté de la loi. Et toute personne qui ayant commis une infraction quelconque doit passer sous la justice militaire. Est-ce que vous n'avez pas un message à passer à ces supposés intouchables? Le message est clair, Moi, je ne connais pas qui peut être intouchable et qui ne peut pas l'être. Mais je sais que cette justice aura tous les moyens et nous avons pris toutes les dispositions à la mettre en place et de faire son travail. Oui, une autre question, monsieur le ministre. Quelles sont les infractions militaires contenues dans la loi portant code pénal militaire? Le code pénal a prévu toutes les infractions, à savoir les contraventions, les crimes, les délits. Je vous invite à les lire dans le code pénal qui sont déjà prévus. Même les fautes graves seront punies conformément au code pénal. Les fautes graves comme par exemple? Comme vous l'avez dit, des meurtres avec armes dans la rue. Ça, c'est une faute grave. Des gens qui se rallient à l'ennemi et qui sont pris, ça, c'est des fautes graves. Des gens qui ont des intentions avec un soulèvement, machin, ça, c'est des fautes graves. Tout ça, là, sont déjà prévus dans le code pénal militaire. Et les infractions qu'on pourrait, par exemple, reprocher à un civil qui tomberait sous le coup de la loi du code pénal militaire, en cas de litige entre un civil et un militaire. Il faut se reporter au code pénal. Tout est prévu dans le code pénal. Les infractions d'un civil avec un militaire doivent passer sous un tribunal militaire, mais tout a été prévu dans le code pénal que vous devrez le lire. Oui, on parle du code pénal militaire, mais est-ce que ça concerne les militaires, la police, la gendarmerie? Toute personne ayant commis une infraction dans une caserne militaire, avec un civil, avec un militaire, doivent passer devant un tribunal militaire. Tout est prévu. Et en cas de récidive? En cas de récidive, il est puni comme le code pénal ordinaire, qui est prévu dans le droit commun. Oui. Parlons donc du fonctionnement des tribunaux militaires. Comment vont fonctionner ces tribunaux? Oui, les tribunaux vont travailler, ils vont fonctionner sous la procédure. Vous savez qu'il y aura des cours d'appel,
militaire, il y aura qui fait office aux cassations. Donc le tout est prévu dans les tribunaux militaires. Voilà. Oui, nous avons déjà une justice militaire, monsieur le ministre, on n'en disconvient pas. Mais techniquement, aujourd'hui, quand nous descendons dans les casernes, nous constatons que la plupart de nos militaires ont un niveau plus ou moins instruit. Ils sont peu instruits. Comment allez-vous prendre pour vulgariser ces instruments juridiques? Merci. Merci. En 1970, l'armée à 80% sont ignares. Tu vas pas me dire que vous n'allez pas me dire que ils étaient des licenciés ou bien des bacheliers ou bien des brevetés. On recrutait comme ça, mais il est arrivé aujourd'hui qu'on recrute un gendarme après son BPC qu'il doit être candidat pour. Donc nous sommes en train de régulariser même la situation du recrutement. On ne va pas recruter quelqu'un comme ça, mais on va étudier même les moralités de ces citoyens qui peuvent être des militaires. Donc nous sommes en train d'exiger, on a pris toutes les dispositions, même le recrutement doit se faire après un niveau quelconque de bac ou bien de BPC. Vous estimez que ça peut aller? Inch'Allah. Et surtout qu'aujourd'hui, un général, il a derrière lui ses parents, ses cousins. Il n'y en a plus. Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Il n'y en a plus. Moi, je suis général, je n'ai pas de parents à côté de moi. Je suis ministre de la Défense, j'ai des Tchadiens, j'ai des militaires tchadiens. Issus de toutes les couches sociales. Dans les discussions générales, monsieur le ministre, les conseillers nationaux ont particulièrement insisté sur la bancarisation des salaires des militaires. Merci, c'est une question très pertinente. Vous savez que la bancarisation des salaires militaires présente d'abord des avantages et exige une administration militaire cohérente parce que d'abord pour la maîtrise des effectifs et non seulement ça, ça permet aux soldats de prendre un crédit auprès des banques ou autre chose pour investir. Donc cette bancarisation aidera notre soldat à mieux vivre dans sa vie avec sa famille. À mieux vivre dans sa vie, vous avez parlé de l'augmentation des salaires des militaires. Dans la pratique, nous constatons que cette augmentation ne se vit pas comme telle. Ce n'est qu'une légère augmentation. Est-ce qu'avec cette légère augmentation, ça pourra améliorer réellement les conditions de vie de ces hommes entrayés qui se battent nuit et jour pour notre sécurité, monsieur le ministre? Aujourd'hui, déjà, le soldat de deuxième classe qui a une ancienneté de 10 ans, de 7 à 10 ans, il a le double de son salaire. Et non seulement, nous n'avons pas seulement augmenté le salaire seulement, mais nous avons créé des organes d'accompagnement du soldat. Nous avons créé l'économie. Hier, ça a été voté par l'Assemblée qui améliorera la vie du soldat en lui diminuant les denrées alimentaires qu'on va approvisionner dans les casernes militaires. Peut-être que si le sac de 1000 coûte 30 000 francs au marché, il aura 15 000 francs au camp. Nous avons créé la CAMA. Cette CAMA aussi qui est la caisse maladie qui va aider. Vous savez qu'avec 100 000 francs, si le soldat a son enfant, il est parti à la pharmacie, il va peut-être que payer 50 000 francs pour une maladie, pour machin. Donc tout ça, cette CAMA prendra en charge aussi la santé de nos soldats. Donc nous sommes en train de réfléchir pour accompagner le soldat, non pas le laisser avec le salaire seul. Donc nous avons créé des organes qui puissent l'aider dans sa vie, avec ses enfants. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez devant un militaire, nous, civils, nous avons peur des militaires. Alors, qu'est-ce qui explique cette crainte? Quand un civil se retrouve devant un militaire, il a peur de lui. Écoutez, ce pays a traversé beaucoup de situations. C'est vrai. Aujourd'hui, le soldat, c'est lui qui garantit la sécurité et les biens des Tchadiens dans ce pays-là. Je ne peux pas comprendre qu'un citoyen aura peur d'un soldat qui défend sa sécurité. Il y a des brebis galeuses qui agissent d'une manière ou d'une autre, qu'on est en train de les rappeler à l'ordre, en tenant compte de notre justice militaire, mais le soldat, quand il se trouve devant un citoyen, il doit d'abord le respecter. En cas, par exemple, de fouille, nous avons la force de deuxième catégorie qui est la gendarmerie et la police, qui sont censés de fouiller, qui sont censés d'interpeller les citoyens. Ceux-là même agissent avec un mandat du procureur. Malheureusement, monsieur le ministre, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça va s'améliorer. Vous savez, en 90 et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et peut-être qu'en 2050, ça ne va pas être la même chose. Donc, il y a une amélioration quand même,
non seulement ça, mais voyons même la stabilité du pays. Cette stabilité n'est pas tombée du ciel. Elle est parvenue grâce à ces soldats-là. Il faut aussi raisonner. Notre soldat qui est aujourd'hui sur la montagne, qui est dans les forêts pour sécuriser les pays, il faut que le citoyen le sache. Celui qui est en N'Djamena. Cette paix qu'il a retrouvée là, c'est grâce à ces soldats-là. Nous avons connu un malheur. Nous avons eu en 2021 la mort de notre président, le maréchal. Il est tombé arme à main pour la stabilité de ce pays, pour la liberté de ce pays. C'est pour vous dire qu'il faut aussi que le citoyen respecte le soldat. Il y a des brebis galeuses. Je ne veux pas dire que tout le monde est sain. Mais la grande partie, nous sommes en train aussi d'instaurer une justice pour réguler au moins les militaires à respecter les civils et à s'accommoder dans leur mission. Ça, c'est des bavures, s'il vous plaît. Autre fait encore, monsieur le ministre. Ouais. La police a pour mission de contrôler la circulation publique. La gendarmerie, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce sont les militaires là qu'on les voit sur les rues avec des chicottes, avec des matraques en train de maltraiter la population. Que dites-vous, monsieur le ministre? Excusez-moi, vous savez que avec toutes les armes qui ont pénétré dans ce pays, nous avons créé une commission de désarmement de citoyens qui ont des moralités douteuses et qui détiennent des armes. Nous avons fait des communiqués, nous avons fait des messages, nous avons fait intervenir des grandes personnes dans toutes les provinces du Tchad pour que les armes doivent être remises à l'autorité de la place. Combien de Tchadiens qui ont remis les armes à l'autorité de la place? Il a fallu créer une commission de désarmement qui est composée de tous les corps et qui est mise en place. Quand on arrête quelqu'un, c'est pour lui demander l'arme. On ne lui a pas demandé la carte d'identité. Les militaires en béret rouge, ils demandent l'arme. Si vous avez une arme, vous la remettez, sinon vous partez. Et s'il y a un peu de dérapement, nous sommes en train de les remettre à l'ordre. Mais pour stabiliser le pays, pour que les citoyens soient démunis des armes à feu, nous sommes en train de mettre en place ces unités en béret rouge que vous voyez quelquefois dans les ronds-points, pas tous les jours. Quand nous avons une information qui circule, qu'il y a des gens qui sont rentrés avec des armes dans la ville, on engage l'armée pour démilitariser ceux qui ont des armes. Mais la police et la gendarmerie sont censés sécuriser la ville. Donc, c'est ponctuellement qu'on envoie ces unités pour chercher des armes. Et là aussi, nous avons constaté qu'il y a des bavures et nous sommes en train de les rappeler à l'ordre. Chicoter une grande personne, monsieur le ministre, c'est pas comme aberrant? Bon, vous ne l'allez pas entendre encore, Inch'Allah. Vous nous rassurez? Inch'Allah. Et les fouilles dans les maisons? Les fouilles dans les maisons. Excusez-moi, les fouilles dans les maisons, nous l'avions toujours fait en connivence avec le procureur de la République, avec un mandat. Si nous avons des informations qu'il y a dans tel arrondissement, il y a des armes. Nous avons des informations. C'est comme ça qu'on engage cette commission des armements pour les fouilles et tout en demandant l'autorisation du procureur de la République. Voilà. Oui, le Conseil national vous a doté des instruments juridiques, mais à votre niveau, comment allez-vous faire pour vulgariser ces instruments juridiques? Voilà, c'est ça la question la plus pertinente. D'abord, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un effectif de magistrats militaires qui ne couvrent pas toutes les zones militaires, mais nous allons réquisitionner des magistrats civils. Le temps que nous allons former des magistrats, dont le ministère en charge de garde des Sceaux nous a déjà donné quelques places. Ces tribunaux vont être installés, 3 ou 4 dans l'étendue du territoire, et nous allons commencer et nous allons mettre la force à côté de la loi pour instaurer une justice militaire. Oui, ça fait plus de 7 mois déjà que vous êtes ministre de la Défense. Alors, si à lieu de tiers, un petit bilan, que dites-vous de votre mission à la tête de cette institution? Merci, j'ai presque un an maintenant à la tête de ce département. Et nous avons réalisé, et vous savez que moi je suis ministre délégué, donc j'agis en fonction des instructions que je reçois, mais nous avons aussi le pouvoir de proposer, de réorganiser, et alhamdoulilah, il y a une stabilité relative dans tous les pays. Nous sommes en train de réorganiser l'armée, de lui doter des moyens
des instruments, comme vous l'avez dit, à pouvoir améliorer leur vie d'abord dans leur famille et à lutter et à instaurer une sécurité réelle dans le pays et s'il le faut même dans nos engagements qu'on a pris en dehors du Tchad. Et je pense que le constat est clair, alhamdoulilah, la paix règne. Et je demanderai à tous les soldats d'être vigilants. Et une fois que déjà, on a déjà une justice militaire, je pense que personne n'est au-dessus de la loi. Et nous mettrons tout à côté de la loi et à la loi pour instaurer, toute la force à la loi pour instaurer une loi conséquente dans ce pays. Votre message à la population qui aura peut-être peur de vos éléments en treillis, vos hommes en treillis. Il ne faut pas que... ça, c'est une question que moi, je pense que... Les citoyens doivent d'abord être fiers du soldat tchadien. Les citoyens tchadiens doivent être fiers du soldat tchadien. Pourquoi? Ces soldats qui gardent le Tchad nuit et jour et qui laissent sa famille aussi en N'Djamena ou à Abéché ou à Sar, il est à la frontière sur les grottes, à la frontière dans les forêts. Tout ça, c'est pour sécuriser les pays. Je pense qu'il faut d'abord le remercier, même si c'est son devoir, et l'encourager. Et je lance un message aux citoyens. Il y a, c'est vrai, des dérapages, mais il faudra aussi qu'ils nous aident à mieux sécuriser les pays dans tous les sens. Et je pense que la paix régnera, Inch'Allah, dans ce pays. Nous sommes en une période de transition où quelquefois on assiste à des soulèvements. Aujourd'hui, si vous avez un message à adresser à ces hommes en treillis pour qu'ils participent au maintien de cette paix chèrement acquise, comme vous l'avez évoqué. Oui, le soldat a été toujours du côté de l'État, c'est-à-dire il intervient quand il y a un soulèvement, il intervient pour apaiser les esprits, mettre les gens sous la couverture de l'État, c'est-à-dire celui qui a commis une faute, on le met en prison, surtout les forces de l'ordre de deuxième catégorie. Et les soulèvements n'ont aucun sens parce que nous voulons bien que ce pays-là soit d'abord uni par ses fils et que la paix règne dans ce pays parce que regardons un peu nos voisins qui aujourd'hui ne sont pas stables. Donc je pense qu'il faut attacher la ceinture et il faut s'unir pour que, et s'il y a une bagarre rangée entre 2 ou 3 personnes, ça ne veut pas dire que c'est entre 2 clans ou bien 3 clans. Surtout les problèmes intercommunautaires qu'on a. On fait intervenir les forces de l'ordre. Donc j'appelle tous les citoyens d'être à la hauteur, de sauvegarder le pays dans l'unité et dans la paix. Nous tirons presque à la fin de cette émission. Vous avez au moins un message à adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent. Bon, merci, mon frère. J'ai eu à vous expliquer de 3 projets de loi qui sont la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature militaire, le Code pénal militaire, le fonctionnement et l'organisation de l'aspect de la justice militaire. C'est une bonne chose et tout ça, ça va aussi dans le sens de l'organisation de l'armée et je demanderai à toute l'armée d'être à la hauteur, de mettre toute personne en infraction et qui commet des bêtises devant les tribunaux militaires. L'assurance pour lutter contre certaines éventuelles fusillades dans les juridictions. Voilà, ça, nous avons pris tous les dispositifs pour pouvoir sécuriser les juridictions des tribunaux militaires au cas où il y a défection quelque part. D'accord. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau le général de corps d'armée Daoud Yaya Brahim, ministre délégué à la présidence de la République, de la Défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres. Il était question au cours de cette émission des décryptages de la loi portant création du Conseil supérieur des magistratures suprêmes et la loi portant code pénal militaire. Au revoir et à la semaine prochaine.